Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Une nouvelle session du MAG, 30 minutes sur la scolarité, sur l'éducation de vos enfants. À chaque fois, une initiative forte sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. On y va pour le sommaire 2043. 2043, certains parlent du chiffre de la honte. 2043, enfants à la rue en France, juste avant cette rentrée 2024. Le 6e baromètre de l'UNICEF France et de la Fédération des acteurs de la solidarité, la FAS, dresse un constat pour le moins alarmant. On en parle dans un instant. Beaucoup de femmes et d'enfants concernés, évidemment. Une situation qui se dégrade d'année en année, malheureusement. Qui sont ces jeunes à la rue? Vont-ils à l'école? Qu'en est-il de la politique d'hébergement d'urgence en France? Quels sont également les dysfonctionnements politiques? Là aussi, on en parle avec notre invité. Puis, comme d'habitude, dans le MAG, il y a une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle d'un collectif parisien, collectif de parents d'élèves, qui s'appelle Une école, un toit. Dans une quinzaine de minutes, on y va. Bonjour Julie Lignon. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vais appliquer sur votre nom. Julie Lignon, chargée de plaidoyer lutte contre la pauvreté à l'UNICEF. Je le disais en introduction, 2043, il y a un chiffre qui est encore plus effrayant. Ma chère Julie, c'est le nombre d'enfants à la rue de moins de 3 ans. Oui, en effet, nous publions donc le 29 août le baromètre, le 6e baromètre enfants à la rue, donc avec la Fédération des acteurs de la solidarité. Et ce baromètre, cette enquête qui repose sur les chiffres du 115, donc le numéro d'urgence pour les personnes sans abri, révèle en effet une augmentation du nombre d'enfants en demande non pourvue au 115, donc qui ont appelé le 115 pour avoir une place d'hébergement et qui se sont retrouvés sans solution, faute de place disponible. On parle de quelle progression du coup en l'espace de 6 ans? En l'espace de... Alors moi j'ai les chiffres depuis 2020 uniquement, et on parle depuis 2020 d'une augmentation de 120% du nombre d'enfants. D'accord. Donc une proportion importante d'enfants de moins de 3 ans. Sur ces 2043 enfants à la rue, il y en a combien de moins de 3 ans? 467 enfants de moins de 3 ans sont en demande non pourvue parmi les 2043 Donc quasiment 1 sur 4, quoi. Tout à fait. Et cette proportion d'enfants à la rue a augmenté, d'enfants de moins de 3 ans en demande non pourvue, a également augmenté puisqu'on est à une augmentation de 27% à peu près depuis 2020. Donc voilà, ça montre bien l'ampleur du phénomène du sans-abrisme qui évolue dans le temps et qui touche de plus en plus d'enfants et des enfants de plus en plus jeunes. Comment vous réalisez, Julie, cette enquête avec l'UNICEF et la FAS? Alors c'est une enquête, comme je le disais, qui repose sur les chiffres du 115, donc ce numéro d'urgence pour les personnes sans abri. Elle recueille en fait les réponses qui sont données aux personnes qui appellent le 115. Donc on peut obtenir des chiffres sur les réponses négatives. Donc on en déduit donc que ce sont des personnes qui sont potentiellement contraintes de dormir dans la rue ou dans d'autres lieux non prévus pour l'habitation, comme des squats, des bidonvilles, des tentes, des voitures, parfois des halls d'immeubles, des accueils d'urgence. Et on obtient également le chiffre, le nombre de personnes hébergées, donc qui ont reçu une réponse positive au 115 ou qui étaient hébergées le jour de l'enquête. C'est une enquête qui porte sur un jour donné, généralement qui est réalisée peu de temps avant la rentrée scolaire pour mettre en évidence justement l'ampleur de cette situation quelques jours avant le grand jour des enfants. Est-ce qu'on peut imaginer que ces chiffres sont sous-estimés? Vous nous avez expliqué le process, le protocole pour réaliser effectivement cette enquête avec la FAS. Parce que vous nous avez dit que c'était basé sur les appels au 115, mais on imagine qu'il y a des personnes qui n'appellent plus le 115. Tout à fait. Ces données, elles sont très alarmantes, mais elles ne sont pas exhaustives, en effet, parce qu'elles ne permettent de recenser que les personnes qui ont appelé le 115. Ouais. Or, on sait que de nombreuses personnes n'appellent pas ou plus le 115. Par exemple, parce qu'elles se disent qu'il n'y aura pas plus de place maintenant? En effet, oui, ça peut être l'une des raisons. On n'appelle pas le 115 parce qu'on ne dispose pas de l'information, mais bien souvent, c'est parce que les familles sont découragées de trouver une solution, que c'est pas toujours agréable d'appeler le 115 pour se voir attribuer une réponse négative. Et donc, on sait, par exemple, que lors de la Nuit de la Solidarité à Paris, en janvier 2024, 69% des personnes rencontrées lors de cette Nuit de la Solidarité n'appelaient pas ou plus le 115. Donc, c'est 7 personnes sur 10. Pratiquement, oui. Wow. Alix. Et quels sont les facteurs qui expliquent cette augmentation de 120%?
Il y a plusieurs raisons à cette augmentation. La première, c'est une augmentation de la pauvreté qu'on observe depuis une vingtaine d'années avec une surexposition des familles et des enfants. En France, un enfant sur 5 est en situation de pauvreté. Et cette pauvreté, elle a des conséquences très, très concrètes sur la vie de ces familles, notamment en termes d'accès et de maintien dans le logement. Aujourd'hui, des personnes ne peuvent plus rester dans leur logement parce qu'elles ne peuvent plus payer leur loyer, elles ne peuvent plus payer les charges liées au logement et donc elles peuvent se voir expulsées. Donc en effet, il y a cette augmentation de la pauvreté. Il y a également une saturation du parc d'hébergement d'urgence qui a certes un nombre historique, a atteint un nombre historique. C'est ce que dit l'État. Hein. C'est comme ça d'ailleurs que l'État se défend quand il est attaqué. Il dit mais on n'a jamais mis autant d'argent. En tout cas, je crois qu'il y a 200 000 places, je dis pas de bêtises. 203 000 places, tout à fait. 203 000 places. Et effectivement, pour le coup, c'est inédit. Mais ça reste largement insuffisant au vu des besoins. Tout à fait. En fait, on ne peut pas se contenter, de juste dire il y a 203 000 places, on a atteint un niveau historique de places. Force est de constater, avec 2043 enfants à la rue, que le nombre de places d'hébergement n'est clairement pas suffisant. Et ce nombre de places d'hébergement n'est pas suffisant aussi parce qu'il y a une embolisation des parcours de la rue au logement, finalement, avec de grandes difficultés et des difficultés croissantes pour accéder et se maintenir dans le logement, notamment le logement social, dans une période en fait, de pénurie de logements abordables. Julie Lignon, est-ce que ce 6e baromètre de l'UNICEF et de la FAS combat au final certains clichés concernant les profils des enfants à la rue ? Oui, alors la difficulté, c'est qu'on n'a pas forcément le détail et le détail du profil de ces familles. On sait simplement... Je vous dis franchement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent non mais ok, il y a plein d'enfants à la rue, mais ce sont des migrants, ce sont des étrangers. C'est pas le cas. Alors, c'est pas toujours le cas. Non, en effet, il y a une diversité de profils des personnes à la rue. Hein. On peut retrouver des travailleurs pauvres qui ne parviennent plus à se loger. On peut retrouver des personnes qui ont vécu des ruptures familiales et qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue. On peut aussi retrouver des personnes, en effet, migrantes ou réfugiées qui sont sans ressources et qui ne bénéficient pas d'une protection suffisante. C'est une réalité aussi. Aujourd'hui, les chiffres du baromètre, ils ne nous permettent pas d'avoir un focus sur la situation administrative de ces enfants et de ces familles. En revanche, ce qu'on sait, et ce qui est une réalité et qu'il faut prendre en compte, c'est que parmi les personnes hébergées et parmi les personnes à la rue, de nombreux enfants n'ont pas accès au logement et ne peuvent pas prétendre au logement social parce que leurs parents sont en situation administrative précaire. Et ça, c'est une réalité et c'est pour ça que de nombreuses associations plaident pour un assouplissement des règles de régularisation des personnes en situation irrégulière, puisque c'est un vrai frein dans plein de domaines, mais notamment en termes d'accès au logement. Et à côté de ça, on peut voir à travers l'évolution des dispositifs des SAS de desserrement, donc ce dispositif qui est mis en place depuis 2023 et qui permet de réorienter les personnes à la rue en Île-de-France vers d'autres régions. L'évaluation de ce dispositif-là a permis de démontrer qu'un grand nombre, en fait la majorité des personnes sans domicile, donc à la rue ou hébergées, sont en réalité en demande d'asile. Une grande partie aussi bénéficient de la protection internationale et seulement 13% d'entre elles sont en situation irrégulière. Ces enfants à la rue dont on parle, ça concerne essentiellement les grandes villes ou ça concerne aussi les zones rurales ? Ça concerne essentiellement les grandes villes. Cependant, on constate que de plus en plus de moyennes et petites villes sont aussi concernées par ce phénomène. En effet, ce n'est pas uniquement en Île-de-France qu'on constate des enfants à la rue, ce n'est pas uniquement dans les grandes métropoles. Beaucoup de villes, en tout cas, nous disent constater ce phénomène-là. Certaines villes, grandes villes d'ailleurs, qui ont mis en demeure l'État, il me semble. Hein. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Un petit groupe de villes a attaqué l'État. Paris, Lyon, manque de moyens en fait sur l'hébergement d'urgence. Et à l'UNICEF, vous mentionnez la nécessité de mettre en œuvre une programmation de l'hébergement et du logement. Et quels en seraient les éléments principaux ? Alors cette programmation pluriannuelle de l'hébergement et du logement, c'est une proposition qui est faite avec d'autres associations, notamment la Fédération des acteurs de la solidarité, le collectif des associations unies. C'est une proposition qui porte qui se base sur le constat qu'on ne peut pas continuer à être
être dans cette logique de court terme où on héberge des enfants dans des centres d'hébergement qui ne sont pas adaptés, à l'hôtel, qui sont peu viables en fait sur le long terme et où il est essentiel et prioritaire en fait de favoriser l'accès au logement durable. Pour favoriser cet accès au logement durable, il faut plus de logements sociaux et donc c'est l'une des contenantes qu'on souhaiterait voir apparaître dans cette programmation pluriannuelle, c'est la production de logements sociaux avec des objectifs ambitieux annuels qui permettent en effet de produire plus de logements sociaux, d'attribuer plus de logements sociaux et donc une sortie durable des personnes vers le logement. Et cette politique pluriannuelle, on souhaiterait aussi qu'elle contienne des objectifs en termes de transformation qualitative de l'hébergement d'urgence, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'hébergement d'urgence n'a pas toujours été pensé pour accueillir des familles. Il y a de plus en plus de centres d'hébergement qui sont adaptés, mais pas tous. Or, les familles sont majoritaires finalement parmi les personnes hébergées. La plupart d'entre elles sont hébergées à l'hôtel, et nous, ce qu'on demande, c'est que, au vu des conditions d'hébergement à l'hôtel, il faudrait qu'il y ait une transformation de ces nuitées hôtelières en place d'hébergement adapté pour les enfants, le temps de leur permettre d'accéder au logement. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes seules avec des enfants ? Oui, énormément. On est sur une proportion de 31% de femmes seules avec enfants parmi les personnes en famille, donc pas parmi toutes les personnes en demande non pourvue, parmi les personnes en famille en demande non pourvue au 115. Cette proportion, elle a évolué, on la voit évoluer d'année en année, et c'est bien, ça représente bien en fait ce qui ressort des différents travaux sur la précarité des femmes. En fait, c'est le fait que les femmes seules avec enfants sont surexposées à la pauvreté. Il faut rappeler que 46% des enfants qui vivent avec leur mère, seuls avec leur mère, sont en situation de pauvreté. Donc ça montre bien une surexposition des femmes en situation de pauvreté, aux situations de pauvreté et au mal logement, avec en fait de moindres revenus, de moins bonnes conditions d'emploi, notamment liées à la garde d'enfants. Donc c'est des problématiques qui sont beaucoup plus générales que uniquement sur le logement, mais aussi des discriminations dans l'accès au logement, avec des propriétaires qui peuvent se montrer réticents à loger, à accueillir, à louer leur logement à des femmes seules avec enfants. Et votre rapport, il ne comptabilise pas les mineurs non accompagnés. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente ? Oui, tout à fait. En fait, en effet, notre rapport reporte uniquement sur les personnes en famille. Donc, les mineurs non accompagnés étant isolés, ils ne sont pas comptabilisés dans ce baromètre, malheureusement. En revanche, la coordination nationale des jeunes exilés en danger a mis en évidence en mars 2024 que 1067 mineurs non accompagnés en recours devant le juge des enfants pour faire reconnaître leur minorité, et donc sans protection, non pris en charge au titre de la protection de l'enfance, se retrouvaient en situation de rue. Donc, c'est une proportion qui est quand même un chiffre très important, et on le sait, une vulnérabilité particulière de ces enfants du fait de leur isolement, du fait aussi de leur parcours qui les a fragilisés, et de l'accueil qui leur est réservé en France, qui continue de les fragiliser avec, par exemple, l'apparition de troubles de la santé mentale en réaction à la précarité à laquelle ils sont exposés. Julie Lignon, concrètement, vous nous expliquez, et cela même depuis de nombreux mois, que les solutions, on les connaît, ne sont pas secrètes, il faut juste les appliquer. Concrètement, c'est quoi ? C'est un manque de volonté politique ? Ça coûte beaucoup d'argent ? Alors oui, en effet, les enjeux budgétaires ne sont pas à négliger. En revanche, nous, ce qu'on a tendance à dire à l'UNICEF et avec les autres associations, c'est qu'il faut regarder aussi le coût humain que ça va engendrer, et qui va être bien plus important finalement que les économies qu'on pense faire en laissant des personnes, et notamment des enfants, dormir à la rue. Ça va avoir des répercussions sur leur santé, sur leur scolarité, sur ensuite leur insertion future. Donc les coûts sont bien plus importants. Après, il est vrai que c'est un budget, le fait d'héberger les enfants, c'est un budget, le fait de produire du logement social, mais il n'empêche que l'État français doit tenir ses engagements, notamment ses engagements pris à l'échelle internationale en signant la Convention internationale des droits de l'enfant, qui vraiment prévoit le fait que les enfants ne peuvent pas dormir à la rue. Puis la France paie des droits de l'homme, donc voilà, exactement. Bref, Exactement. L'engagement pris en 2022 par le ministre du Logement de ne plus avoir aucun enfant à la rue aussi. L'engagement pris par le président de la République en 2017 de ne plus avoir personne à la rue. Tout court,
tout court. Et vous pouvez nous dire justement s'il y a eu des actions concrètes d'entreprise depuis cette déclaration? Alors, il y a eu des actions, en effet, comme on le disait en début d'émission, le niveau de places d'hébergement n'a jamais été aussi élevé. C'est inédit, C'est inédit, 203 000 places, c'est important, c'est un budget de 1,3 milliard d'euros en France, donc c'est assez important. En revanche, encore une fois, c'est pas suffisant. Et on arrive justement, pendant de vous couper, à chiffrer combien de millions, si je puis dire, supplémentaires il faudrait justement pour qu'il y ait assez de places d'hébergement? Tout à fait. Avec les autres associations, notamment la Fondation Abbé Pierre, le collectif des associations unies, la Fédération des acteurs de la solidarité, dans cette proposition générale qui est la mise en place d'une programmation pluriannuelle de l'hébergement et du logement, on demande la production de 200 000 logements par an, logements sociaux, dont 60 000 logements très sociaux, donc particulièrement accessibles pour les personnes les plus vulnérables. D'accord. Mais en termes de solutions, on a eu des avancées en termes de maintien et de maintien du niveau de place d'hébergement à un niveau historique. Par contre, encore une fois, c'est pas suffisant. On craint là un recul du nombre de places puisque le budget voté pour 2024 pour l'hébergement d'urgence est inférieur de 100 millions d'euros au budget réalisé en 2023. D'accord, donc on recule. On craint en effet une fermeture des places d'hébergement d'ici Ça a aussi un impact sur les effectifs du 115 ? Ah oui, tout à fait, oui. Sur les effectifs des personnes hébergées, on le voit notamment avec une réduction du nombre de personnes hébergées, due notamment à une réduction des nuitées hôtelières, donc une réduction du nombre de personnes hébergées à l'hôtel. C'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alix. Et aujourd'hui, on se concentre, ma chère Alix, sur le collectif Une école, un toit. Oui, Une école, un toit, née dans le 18e arrondissement à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or, en décembre 2022. Tout a débuté par la mobilisation d'un groupe de parents pour soutenir une famille de l'école primaire qui vivait sans abri. Plus globalement, Une école, un toit est intégrée à un collectif national Jamais sans toit, fondé à Lyon en 2014. Le collectif parisien comprend des parents d'élèves et des professeurs des écoles du 18e arrondissement de Paris. On écoute Manon Luquet, une parent d'élèves, membre du collectif. À Paris, donc dans le 18e arrondissement, Une école, un toit a été particulièrement actif à partir de la rentrée de septembre 2023, quand on s'est rendu compte en quelques semaines que le nombre de familles à la rue ne cessait d'augmenter. Avec les parents d'élèves, les directeurs d'école et la mairie évidemment, nous avons ouvert les écoles et nous avons hébergé ces familles dans des salles de classe, dans des dortoirs, et une solidarité s'est mise en place pour aider ces familles dans leur quotidien. Entre septembre et décembre 2023, c'est environ 25 familles qui ont été hébergées et 13 écoles qui ont été ouvertes. En décembre 2023, avec le soutien de la mairie du 18e, de la mairie de Paris et de la région Île-de-France, un lycée désaffecté a été ouvert, transformé en foyer d'hébergement géré par Emmaüs, et toutes ces familles ont pu y être hébergées. Cette solution, extrêmement bienvenue pour ces familles, n'est malheureusement absolument pas représentative de ce qui se passe dans le reste de la ville de Paris et en France, puisque chaque semaine, chaque mois, on voit arriver dans nos écoles de nouveaux enfants avec leurs familles vivant à la rue et sans solution d'hébergement pour chaque soir de la semaine. Et Une école, un toit coordonne l'entraide en orientant vers des solutions d'hébergement d'urgence, la distribution de repas, la fourniture de vêtements et de fournitures scolaires. Le collectif interpelle aussi régulièrement les autorités pour qu'elles prennent des mesures concrètes en faveur des enfants dans la rue. Et plus globalement, et au jour le jour, Une école, un toit accompagne les familles dans leurs démarches administratives, notamment pour ce qui concerne la domiciliation, l'hébergement et l'alimentation. L'objectif est de garantir à chaque enfant une stabilité minimale. Julie, les collectifs comme celui-ci, ce sont des acteurs clés, essentiels? Oui, tout à fait. En effet, le collectif Jamais sans toit qui s'est monté à Lyon et après qui s'est mis en fait dans la France entière, dans plusieurs grandes villes ou villes de taille moyenne. Ce sont des acteurs essentiels, premièrement pour alerter en fait, parce que avec les interlocuteurs qu'on interroge sur les modes de repérage, par exemple des enfants sans domicile, constatent en effet que les enseignants
sont en fait la première porte d'entrée pour repérer ces situations-là. Donc il y a un rôle de repérage qui est important. Ce sont les personnes qui font partie de ces collectifs ont des connaissances en fait précieuses sur la situation de ces familles, leur nombre, leurs besoins. Et donc c'est une expertise vraiment très précieuse qu'il faut écouter et qu'il faut entendre. Et puis il y a cette solidarité nationale avec la mobilisation, donc vous l'avez, cela a été dit dans le reportage, d'enseignants, de parents d'élèves qui prennent sur leur temps personnel pour dormir avec les familles dans les classes, dans les établissements scolaires. Cette solidarité, elle est saluable. En revanche, on ne peut pas se reposer sur cette solidarité citoyenne. Oui, c'est temporaire, quoi. C'est temporaire. Les solutions qui sont développées, elles ne sont pas forcément toujours adaptées pour les enfants. En fait, c'est pas normal pour un enfant de dormir dans la même salle dans laquelle il va avoir cours le lendemain. C'est pas normal pour un enfant de sortir de l'école le matin pour rentrer, très tôt le matin, pour rentrer en même temps que les autres élèves dans cette même école. Ces solutions, elles sont pas pérennes, elles sont pas viables sur le long terme, et c'est vraiment à l'État de prendre ses responsabilités en termes d'hébergement. Et alors justement, est-ce qu'on a une idée sur ces 2043 enfants à la rue? Ça, c'était juste avant la rentrée, parce que le chiffre a clairement évolué entre-temps. Est-ce qu'on sait quelle est la proportion d'enfants qui vont à l'école? Ou c'est dur à savoir ça? C'est difficile à savoir, en effet. On a un manque de données on constate globalement un manque de données sur les personnes sans domicile. Ça, c'est un fait. Est-ce que quelqu'un a ces données? Est-ce que l'État a ces données, par exemple? Alors, l'État a des données, les données du 115 également, donc par département, qui sont recueillies sur des méthodes différentes de celles du baromètre, sur une période donnée et non sur un jour donné, par exemple. L'INSEE, l'Institut des statistiques, fait également des enquêtes sur les personnes sans domicile, sauf que la dernière enquête date de 2012. D'accord. La prochaine sera publiée en 2026. Je vous laisse imaginer le manque de réactivité de cette enquête vis-à-vis de l'évolution du sans-abrisme. Après, donc, déjà, il est difficile d'avoir des données sur les personnes sans domicile, mais alors sur les personnes sans domicile et sur leur parcours scolaire, c'est encore plus difficile. Et plus globalement, on observe quand même des difficultés à obtenir des données sur les enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont en dehors de l'école. C'est pourquoi l'UNICEF porte depuis plusieurs années la proposition de créer un observatoire de la non-scolarisation qui permettrait de recenser les personnes, les enfants en dehors de l'école. C'est dur à mettre en place? C'est difficile à mettre en place, en effet, sur la méthode. On a eu un engagement en septembre 2023 lors de l'annonce du pacte des solidarités, donc la feuille de route du gouvernement pour lutter contre la pauvreté, de la création de cet observatoire. Cependant, il n'a toujours pas vu le jour. On attend encore. Ouais. Et il est vrai que le contexte politique et les différents remaniements ont créé un peu une discontinuité dans cette action-là, de créer cet observatoire notamment, mais dans d'autres actions également. Donc voilà, on attend encore cet observatoire de la non-scolarisation. On ne sait pas encore combien de personnes, combien d'enfants sont en dehors de l'école parmi les personnes. Julie Lignon, tout à l'heure, vous avez parlé effectivement des chiffres qui sont en baisse concernant effectivement le budget pour la politique d'hébergement d'accueil d'urgence. Est-ce que c'est encore plus inquiétant justement? Vous parlez de cette instabilité politique. Est-ce qu'elle peut être encore plus impactante justement concernant notamment la politique d'accueil? Ce qui est compliqué dans ce contexte-là, c'est la continuité des actes. En fait, c'est difficile de construire une politique pluriannuelle, justement, dans un contexte où on a des remaniements successifs, où on manque, nous, en tant que chargés de plaidoyer aussi, de continuité dans les contacts avec les pouvoirs publics. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que certaines promesses qui ont été faites, notamment en janvier 2024, sur l'augmentation de l'hébergement, du budget de l'hébergement d'urgence de 120 millions d'euros ne sont pas tenus. Et on le constate aujourd'hui puisque ces 120 millions d'euros n'ont pas été effectivement attribués sur le budget de l'hébergement d'urgence. Donc, en effet, c'est un contexte qui n'est pas évident. Et est-ce que vous anticipez différents scénarios pour les années à venir en fonction de justement cette situation politique en France ?
Deux scénarios en effet. Le premier, c'est si on continue, si on ne met pas en place cette politique pluriannuelle, si on continue d'affaiblir le logement social, d'avoir des niveaux très bas de production et d'attribution de logements sociaux avec 2,6 millions de ménages en attente d'un logement social, et au vu de l'augmentation de la pauvreté, on va continuer à avoir un nombre de personnes de plus en plus important qui sont sans logement personnel, et donc une pression croissante sur l'hébergement d'urgence, et donc inévitablement un nombre croissant de personnes à la rue. Et au-delà du drame humain, ce que vous nous expliquez, et ce que vous dites aussi à l'État, c'est que ça va coûter au final plus cher aux contribuables, plus cher à l'État. Oui, c'est difficile de mesurer ce coût-là. Mais en termes de santé, en termes de... Notamment, parce qu'on le sait, et le rapport qu'on a publié avec le SAMU social de Paris en octobre 2022, qui s'appelle « Grandir sans chez soi », revient en effet sur les conséquences de l'absence de domicile sur l'ensemble des environnements de l'enfant et sur, in fine, sur sa santé mentale. On voit que les conséquences en termes de santé mentale sont extrêmement graves, mais ça a aussi des conséquences, comme je le disais, sur la scolarité des enfants, avec derrière leur avenir. Ça a aussi des conséquences sur les liens familiaux, avec derrière... la possibilité d'élitement de ces liens familiaux et donc des enjeux qui pourraient reposer ensuite sur la protection de l'enfance. Voilà, ça peut avoir un coût humain, social, sociétal assez important en effet de laisser des enfants dormir à la rue. En tant que chargé de plaidoyer pour l'UNICEF, comment on arrive à rester positif? Vous allez me dire qu'on n'a pas le choix? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, en effet. Parce que vous avez aussi connu par le passé le terrain, vous savez que c'est aussi compliqué en région. C'est de notre rôle, en fait, de quand même rester optimiste et de continuer de pousser ces recommandations-là. Et parce qu'on sait que ce sont des solutions qui pourraient fonctionner, on sait que des solutions existent. Ça marche ailleurs? Il y a d'autres pays, des voisins qui ont... Alors c'est un peu la crise un peu partout en Europe, des voisins qui ont opté justement, qui ont compris l'urgence, l'importance de... mettre de l'argent, d'investir au final. Oui, en effet, il y a certains pays nordiques, en Irlande par exemple, qui ont particulièrement investi dans les politiques de lutte contre le mal-logement et qui voient une réelle évolution. Après, c'est difficile d'avoir un état des lieux exhaustif de ce qui se fait partout, sachant que les problématiques sont vraiment liées à un contexte national. Mais oui, si on recommande, si on propose ces solutions, c'est qu'on pense que ça peut fonctionner, et donc c'est ça qui nous fait garder notre optimisme. Et on a parlé des décideurs, mais qu'en est-il de la société civile? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour nous sensibiliser davantage, en fait? Eh bien, vous l'avez dit, je pense que le maître mot, c'est la sensibilisation. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Le premier, je pense, la première chose, c'est de se tenir informé, en fait, en prenant connaissance de ces rapports qui sortent. Il y a le baromètre enfants à la rue, mais il y a aussi le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre qui dépeint, en fait, un état des lieux du mal-logement de façon générale en France. Se tenir informé, pouvoir aussi déconstruire certains préjugés sur les personnes sans domicile. Parce que en fait, un enfant à la rue, ce n'est pas de sa faute s'il est à la rue, ce n'est pas de la faute non plus de ses parents. D'après l'INSEE, vous en parlez tout à l'heure, 15% de pauvres en France. Oui, en effet, 14,9% de personnes en situation de pauvreté, dont 21% d'enfants. Merci d'être venu nous voir, Julie Lignon. Merci. Et on vous reverra l'année prochaine, bien évidemment, pour faire un nouveau point d'étape. On peut se voir bien évidemment avant, effectivement, pour continuer à parler de cette situation ô combien alarmante. Je rappelle le chiffre 2043 enfants à la rue, juste avant cette rentrée 2024, des enfants, pour bon nombre, qui vont également à l'école. Et l'autre chiffre qui est assez ahurissant, c'est qu'elle est quasiment un enfant sur 4 sur ces 2043 enfants ont moins de 3 ans. Julie Lignon, chargée de plaidoyer lutte contre la pauvreté à l'UNICEF. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui à School TV Le Mag. Ma chère Alix, on se retrouve demain. À demain. À demain.